Bienvenue dans cet épisode bonus du Club VG. Pour l'été, je te propose un format un peu différent. Je vais te partager l'épisode d'un podcast engagé. Aujourd'hui, je te fais découvrir Comme un poisson dans l'eau, présenté par Victor, que tu connais peut-être déjà. C'est le podcast qui lutte contre le spécisme en questionnant notre rapport aux animaux et aux autres formes de domination. Ce n'est pas un thème que j'aborde souvent dans le Club VG et c'est justement pour ça que j'avais envie de te le faire découvrir. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est la manière d'aborder le sujet, avec des échanges riches, documentés, qui poussent à la réflexion. Je trouve qu'on se complète plutôt bien. Je te recommande particulièrement l'épisode 19 avec Laure Ducos, intitulé Les lobbies de la viande nous vendent des salades, et l'épisode 30 avec Jean-Marc Gansille, intitulé Carnisme, l'angle mort des écolos. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te partager l'épisode 32 avec Florie Montpeureux, dans lequel il parle d'un sujet qui fait souvent débat, les simili-carnets. En effet, les critiques ne manquent pas, trop cher, trop transformé, pas assez éthique. Mais dans cet épisode, tu verras qu'on va bien au-delà des idées reçues. On parle de l'histoire de ces produits, de leur rôle dans la transition alimentaire, de leur perception dans la société et même des attaques politiques qu'ils subissent en France. J'ai adoré cet épisode qui apporte plein de pistes de réflexion et j'espère qu'il te plaira également. N'oublie pas de t'abonner à Comme un poisson dans l'eau pour découvrir encore plus de discussions passionnantes. Tu trouveras le lien dans la description. Bonne écoute! Le terme simili, par exemple, se réfère à un produit qui vise à remplacer ou à imiter un bien plus précieux. Donc quand on va parler de simili-carné, indirectement, on place la viande comme élément central et plus précieux que sa version végétale. Et avec des simili-carnés qui vont s'approcher de plus en plus de la qualité nutritionnelle des produits carnés originaux, mais également des qualités gustatives, de la parité prix. Ça paraît important, ce sont des produits qui sont encore un peu plus chers, mais dont les prix baissent, et on peut s'attendre à ce que les prix des produits carnés et végétaux convergent. Il est aujourd'hui de plus en plus facile de se passer d'un steak animal. Et du coup, ça fait se poser beaucoup de questions. S'il est facile de s'en passer, pourquoi est-ce qu'on ne s'en passe pas ? Épisode 32, simili-carné, c'est quoi le problème ? Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Les simili-carnés font partie de ce genre de sujet qui déchaîne un peu les passions de tout le monde, qui suscite des réactions épidermiques quand on en parle, et sur lesquelles les gens ont des positions très tranchées souvent. On entend en particulier beaucoup de critiques, d'objections aux substituts. Pas assez bon, trop cher, pourquoi chercher à imiter la viande si on veut s'en passer, c'est ultra transformé et mauvais pour la santé, c'est capitaliste. Bon, si vous écoutez Comme un poisson dans l'eau régulièrement, vous commencez à connaître un peu la marque de fabrique. Ici, on prend du recul sur les débats, on se pose et on l'analyse en détail pour essayer d'y voir plus clair et d'en sortir plus informés ensemble. Du coup, dans cet épisode, on traite notamment de ces objections, mais on parle avant tout de ce que c'est fondamentalement un simili, de pourquoi ça s'appelle comme ça déjà, de comment c'est perçu, de l'histoire des substituts dans le monde et de leur économie actuelle. Et après, on traite aussi les aspects politiques, puisque les substituts ont récemment fait l'objet d'attaques à plusieurs reprises de la part des lobbies des productions animales et du gouvernement français. Voilà le programme. Et sachez que c'est grâce à vous si cet épisode existe, puisque c'est vous qui me l'avez demandé sur les réseaux et m'avez motivé à trouver la personne la plus compétente et intéressante pour en parler. Il s'agit de Florie Montpeureux, qui a été le fondateur et président de l'Observatoire national des alimentations végétales, l'ONAV, depuis sa création en 2020 jusqu'à fin 2023, et qui est aujourd'hui consultant sur les enjeux sanitaires, environnementaux et socio-économiques de l'alimentation, et en particulier sur la transition vers une alimentation plus végétale, saine et durable. Et en parallèle, c'est aussi le créateur du site Animal Timeline, qui propose une chronologie du large éventail d'événements historiques en faveur du bien-être animal. Et ce site permet vraiment de prendre de la perspective historique sur chaque sujet, et notamment celui des simili. C'est parti. Bonjour Florie Montpeureux. Bonjour Victor. Alors récemment, une personne m'a demandé sur Instagram si j'avais des ressources sur les simili végétaux
et ça a achevé de me convaincre d'enregistrer un épisode sur ce sujet. Et j'ai tout de suite pensé à vous, car je sais que vous avez suivi ce sujet de près, et un peu sous toutes ses dimensions, historiques, économiques, diététiques, politiques. Donc on va essayer de vraiment faire le tour de la question grâce à votre expertise, si ça vous va, et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi en fait un simili carné ? Alors un simili-carné, ce sont des aliments dont les propriétés, donc on va parler du goût, de la texture, de l'apparence, visent à rappeler celles des produits d'origine animale. Par exemple, quand on va parler de steak végétal, ça va être un simili-carné vu qu'il va viser à reproduire les caractéristiques d'un steak d'origine animale, donc un steak traditionnel. Ok, c'est une imitation en fait. Oui, ça se veut être une imitation. D'ailleurs, toute la recherche et développement qu'il va y avoir derrière ces produits va viser spécifiquement à se rapprocher le plus possible du produit original, si j'ose dire, mais on y reviendra. Ok, et alors est-ce que vous avez des exemples précis de ce qui relève de cette catégorie-là de simili-carné ? Alors oui, aujourd'hui, les simili-carnés, alors c'est quelque chose qui commence à être connu du public dans le sens où ce sont des produits qu'on va commencer à trouver dans les grandes surfaces traditionnelles. Et ce sont des produits qui vont proposer, donc pour la viande, le poisson, mais aussi le lait et les produits laitiers par exemple, des produits de remplacement. Donc pour la viande, il y a les célèbres steaks, saucisses, nuggets, etc. Mais aussi des produits un petit peu plus rares comme du tartare. On trouve aujourd'hui du tartare de bœuf en version végétale. Donc on va trouver pour la viande tous les produits dans leur version crue, dans leur version cuisinée. Pareil pour les poissons et autres animaux marins. Aujourd'hui, on a du saumon cru ou cuisiné en version végétale. On peut avoir des bâtonnets végétaux panés, mais également du caviar. Il y a une marque de caviar française qui s'appelle Ancré qui lance son produit en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, on va retrouver tout le panel et toutes les gammes possibles de produits animaux en version végétale. Et pareil pour les laits et produits laitiers, hein, bien sûr, on va retrouver du lait végétal, mais également du beurre végétal, des glaces, des crèmes. Et certains produits sont assez anciens, dans le sens où les crèmes de soja, par exemple, le Bjorg, sont présents dans les grandes surfaces depuis plusieurs décennies. Ah oui, ok. Ah, je pensais que c'était plus récent. Et je suis étonné d'entendre que en fait, les laits végétaux, c'est aussi un type de simili. Je pense qu'on pense plus souvent à la viande quand on pense à simili-carné, alors qu'en fait, ça peut aussi être d'autres produits animaux, typiquement les laitages, en fait. Et exactement, en fait, quand on parle de simili, on va se concentrer sur l'iconique steak, avec le steak végétal, c'est-à-dire la pièce de viande rouge et son équivalent végétal. Or, les simili, aujourd'hui, s'appuient sur une très longue tradition culinaire qu'on va retrouver dans tous les pays du monde. Et pour les laits végétaux, en effet, on ne parle jamais de simili-lait, mais les laits végétaux, dans la mesure où ils vont proposer aux consommateurs un produit s'approchant en tant que tel, mais également le packaging. On va retrouver la brique de lait, on va retrouver les formes, on va retrouver les mots, les visuels auxquels les consommateurs sont habitués. C'est le jeu. Et du coup, on va retrouver un produit blanc avec les mêmes textures qui va pouvoir être consommé au même moment que le produit original. Et c'est ça l'intérêt de se rapprocher le plus possible de la version animale, c'est de pouvoir être consommé de la même façon. De remplir les mêmes fonctions, en fait. Exactement, pour ne pas dérouter le consommateur et faciliter une transition. Et également, ce sont des produits qui vont chercher à apporter les mêmes qualités nutritionnelles, avec des laits végétaux aujourd'hui qui vont être enrichis, par exemple, en calcium, pour apporter exactement les mêmes teneurs que du lait de vache en brique classique. Qu'on n'ait pas à réfléchir en fait comment reconfigurer son alimentation, qu'on se dise si je prends l'équivalent végétal, substitut, simili qui correspond, en fait je peux faire tout pareil. Exactement. Et c'est facile. Aujourd'hui, il y a un gros obstacle à une meilleure végétalisation de l'alimentation et à une diversification de l'alimentation pour aller vers des modèles plus végétaux, sains et durables. C'est la praticité. Et avoir ces produits qui peuvent être consommés, qui sont achetables dans les mêmes magasins, trouvables dans les mêmes rayons, dans la même gamme de prix, et qu'on va pouvoir consommer exactement de la même façon, ça va permettre d'aller vers une consommation plus éthique sans bouleverser ses habitudes. Donc en effet, ça va permettre de toucher un plus large public, c'est ce qu'on cherche. Et donc un produit phare, par exemple, dans les alimentations végétales, qui est très souvent mobilisé, le tofu. Le tofu, c'est des protéines végétales, mais c'est pas un simili du coup parce que ça vient rien remplacer ses propres alimentations végétales, c'est ça ? Alors le tofu, c'est quelque chose, donc c'est un produit qui est très ancien. Le tofu, on a des écrits qui remontent à plus de 1000 ans qui vont évoquer le tofu en Asie, pas en Europe. Et ensuite le tofu s'est répandu dans le monde entier jusqu'à devenir... Donc le tofu c'est à partir de soja. Et le soja est aujourd'hui une des légumineuses les plus cultivées du monde. Donc c'est un produit de masse, le soja aujourd'hui, tant pour les humains que pour nourrir les animaux d'élevage, ou pour produire de l'huile qui va être utilisée pour différents produits transformés. C'est vraiment un produit de très grande consommation. Et le tofu, c'est un produit, un aliment, qui va avoir son existence propre. Donc en effet, on ne parle jamais de tofu comme d'un simili. Et on va avoir des recettes de tofu
où le tofu est la pièce maîtresse de la recette. Donc c'est un produit qui est assez ancien pour qu'il y ait une culture culinaire qui se soit développée autour de ce produit. C'est quelque chose qu'on n'observe pas avec d'autres simili en Occident qui vont être plus récents et qui n'ont pas encore eu le temps de s'ancrer dans la culture populaire et qui sont encore placés dans un référentiel où la viande est le produit phare, le produit central. Oui, c'est intéressant, vous m'aviez dit quand on préparait l'épisode ensemble que les simili, c'est par définition des produits sans culture. Alors, ce ne sont pas par définition des produits sans culture, mais ça va être des produits qui vont pouvoir être perçus comme s'appropriant une culture existante. Oui, c'est ça. Et du coup, ça va créer quelque chose d'intéressant sur ces produits, dans le sens où on va s'extraire de la simple catégorie des aliments et des simples questions nutritionnelles pour aller vers les cultures, vers l'imaginaire, vers le terroir associé à chaque produit. Et on va s'apercevoir que certains simili sont moins bien accueillis que d'autres, vu qu'ils viennent concurrencer des produits du terroir. Et du coup, en fait, le terme simili, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment cette idée de remplacement. Est-ce que c'est censé venir compléter le produit qui existait déjà, ou est-ce que le but c'est de le remplacer et qu'il soit supprimé? C'est un peu cette idée-là qu'on a quand même, en tout cas dans une perspective d'avancée des droits des animaux, c'est vraiment que les produits carnés qui viennent du corps des animaux en viennent à plus être consommés. Et donc il y a cette vraie logique de remplacement complet, a priori, des simili, quand c'est dans une perspective éthique en tout cas. Exactement, et la question des appellations est assez centrale, dans le sens où chaque appellation qui va être proposée va être porteuse de sens. Le terme simili, par exemple, se réfère à un produit qui vise à remplacer ou à imiter un bien plus précieux. Donc quand on va parler de simili carné, indirectement, on place la viande comme élément central et plus précieux que sa version végétale. Donc le terme simili convoit un imaginaire qui n'est pas forcément... typiquement, le terme simili carné va plutôt être employé par les détracteurs de ces produits. Sous-entendu, on ne pourra jamais dépasser la viande, en fait, ou ce sera toujours moins bien. Exactement. Leur équivalent végétaux sera toujours une pâle copie, finalement, de l'original qui est censé être la viande. Exactement, j'ai déjà entendu parler de béquilles végétales. Ah, waouh. Donc ça en dit long sur le fait que y a tout un imaginaire de la maladie, de la déficience, et de quelque chose qui serait vu comme temporaire, dont on cherche à se passer. Donc le simili serait vu comme une phase, mais bon, on reviendrait à la viande indépassable. Parce que l'idée, c'est que la viande, il faut que ce soit par essence, intrinsèquement, que ça reste l'animal mort, en fait. Ça peut pas être autre chose qui sert la même fonction, qui a plus ou moins le même goût, qui s'en rapproche, mais s'il n'y a pas l'animal mort dans l'équation, c'est plus de la viande. Enfin, c'est ce que nos détracteurs ont envie de nous laisser penser pour garder les produits originels animaux. Et exactement, c'est pour ça qu'ils vont mettre l'accent sur la composition des produits. Donc un steak végétal qui ne contiendrait pas de viande ne pourrait pas être appelé steak parce que la composition ferait le nom. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que c'est bien plus complexe que ça. Les appellations des produits carnés ne proviennent pas tous de la composition. Et typiquement, pour reprendre quelques exemples, on a le jambon, qui ne désigne pas la composition du produit, mais le haut de la jambe d'un animal. On a le carpaccio qui historiquement vient de la couleur rouge de ce plat. Pas du fait que c'est un animal forcément, du coup. Pas du fait que c'est un animal forcément. On a le terme fromage qui provient du fait que c'est un produit qui est moulé. Donc là, ça va être un terme qui va se référer plutôt au processus de fabrication. Et à la forme un peu aussi, du coup. Et à la forme, exactement. D'ailleurs, steak, on le rappelle régulièrement, désigne plutôt une tranche. Donc ça va désigner une forme aussi. Mais du coup, vous dites c'est pleinement légitime qu'on utilise même le mot viande pour parler des viandes végétales. C'est cohérent alors que la viande c'est plutôt l'animal en général. Alors la viande aujourd'hui, ça rappelle l'animal dans l'imaginaire collectif bien sûr. C'est une référence qui est aujourd'hui hégémonique. Mais ce qu'on rappelle régulièrement, c'est que le mot viande, ça vient du latin vivanda, qui est une référence à vivenda, ce qui entretient la vie, et qu'on pourrait donc appliquer à différentes sources de protéines. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, le terme a désigné différents types de nourriture. Donc on avait Malherbe qui écrivait que la terre produisait une diversité de viandes au fil des saisons, et Madame de Sévigné qui appelait viande une salade de concombres et de cerneaux. Et on peut retrouver dans d'anciens textes royaux le fait que la viande du roi est servie pour parler du repas du roi. Donc on s'aperçoit que même le mot viande, qui est le mot au cœur de toutes les tensions, a lui-même pu changer de sens au fil des siècles et désigner les légumes par le passé, par exemple. Ouais, en fait, toute forme de nourriture.
toute forme de nourriture. Oui, donc là, pour le coup, viande, on est plus que jamais légitime à l'utiliser pour parler de viande végétale. Exactement, et sur le fait d'ajouter le terme végétal au terme viande, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement choquant dans le sens où c'est une manière de former des noms assez classiques. On prend le nom d'un produit auquel on ajoute un adjectif qui va mettre en avant une innovation. On a par exemple la voiture électrique, donc on va s'appuyer sur la voiture traditionnelle et mettre en avant le fait qu'aujourd'hui elle est électrique. Donc les mêmes fonctions que la voiture d'avant, mais avec des avantages aujourd'hui, donc ça va être vu comme une innovation. En général, c'est quand même la fonction qui compte. C'est en général la fonction qui compte. Et typiquement, quand on va parler de courrier électronique, ça répond à la fonction ça reproduit la fonction du courrier, avec l'avantage d'être électronique, la fourrure synthétique, la fonction, le visuel, toutes les caractéristiques de la simili-fourrure. Avec l'avantage d'être synthétique et du coup de ne pas blesser d'animaux ou ne pas tuer d'animaux. Et pareil pour le livre numérique, qui reproduit les fonctions du livre. Et oui, alors que c'est très différent du livre papier finalement quand on y réfléchit. Alors que c'est très différent. Pas du tout composé par les mêmes choses, mais en fait ça sert tellement la même fonction que oui, on parle de livre sans problème, et pas de simili-livre. On ne parle pas de simili-livre, ouais. Et du coup exactement, ça répond à exactement la même fonction, avec des avantages, que ce soit environnementaux ou pour le transport, donc ça fait des avantages soit individuels, soit sociétaux. Et pour le livre numérique, on a le journal officiel du 4 avril 2012 qui recommande officiellement cette appellation. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a le gouvernement qui peut pousser la démocratisation de ces appellations-là pour pousser la démocratisation de ces produits. Et là, à chaque fois, c'est plutôt présenté comme quelque chose de positif, en fait, comme une innovation qui va vers soit plus de confort, soit des fonctions qui sont encore mieux remplies, qui s'adaptent à des nouveaux types de besoins ou qui font que c'est plus écologique. Enfin, à chaque fois, c'est pas présenté comme un truc en moins bien, comme un remplacement, mais par dépit. Là, c'est plutôt, à chaque fois, on parle pas de simili, en fait. On parle pas de simili, et en effet, l'idée, c'est de s'adapter à des nouveaux besoins. Donc, nouveaux besoins dit nouveaux produits. Et évidemment, on n'a pas envie de tout sacrifier. On a envie de conserver nos habitudes, de conserver notre histoire. On n'a pas envie de perdre des produits du quotidien qui nous facilitent la vie, mais on a envie que ces produits nous facilitent encore plus la vie. Et évidemment, aient de moins en moins de côté négatif. Donc on veut moins d'impact environnemental, on veut des produits qui fassent moins de bruit, qui polluent moins, qui soient meilleurs pour la santé. Et les alternatives végétales, justement, remplissent tout ça. Exactement ce besoin-là. Elles cochent toutes ces cases. C'est ça. Donc aujourd'hui, à l'ère de la crise climatique, à l'ère d'une prise de conscience de plus en plus globale de la question animale, et de l'impact sur la santé d'une surconsommation de viande principalement rouge et transformée, les alternatives végétales coche beaucoup de cases. En réalité, lorsqu'on désigne un aliment comme un simili, on a en réalité un discours performatif qui continue à positionner les produits carnés traditionnels comme étant le référentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recommande plutôt d'utiliser les termes substitut ou alternative pour rappeler que la version végétale existe en elle-même et apporte quelque chose. Et est pleinement légitime et pas juste un remplacement en moins bien et par dépit. Ah oui, donc nous-mêmes, en fait, on peut tomber dans le narratif qu'on contrôle pas de si on parle de simili, en fait, c'est connoté comme moins bien, comme remplacement, mais d'un truc qui est finalement irremplaçable, qui est censé être l'original. Exactement. Ah ouais. On peut se faire avoir, en fait, dans la formulation même qu'on utilise, nous, véganes antispécistes. Exactement, c'est pour ça que l'appellation simili, elle a été poussée par certains représentants de l'industrie carnée, pour justement faire une dichotomie entre les produits carnés et les produits végétaux. Et on s'aperçoit qu'il y a d'autres industries qui ne vont pas du tout pousser le même narratif. C'est un exemple que je reprends régulièrement, que j'aime bien, c'est aujourd'hui qu'on retrouve des pâtes dans le commerce qui sont faits à partir de lentilles ou de pois chiches, donc de farine plus durable, potentiellement plus saine pour certaines personnes. Et on n'a jamais vu l'industrie des pâtes traditionnelles défendre le fait que les pâtes contiennent exclusivement du blé et rien d'autre. Donc on s'aperçoit que pour de nombreuses gammes de produits alimentaires ou non, la diversité de la composition est tout à fait acceptée et acceptable. Mais pour les produits carnés, il y a une crispation qui va se centrer justement sur la présence d'animaux dans les produits. Alors c'est intéressant, peut-être on peut revenir sur ce que vous disiez, vous dites c'est du coup une très mauvaise idée de nous accréditer ça en parlant aussi de simili parce que ça renvoie à cette idée que voilà c'est l'imitation en moins bien, que c'est jamais assez proche parce que du coup on va prendre la viande de l'animal mort en fait comme référence absolue. Ok, c'est quoi les autres choses qui seraient bien? J'imagine que fausse viande c'est pas beaucoup mieux. Alors, fausse viande, c'est pas beaucoup mieux, parce qu'en effet, ça continue à placer la viande au centre du référentiel. Ouais. Ce seraient des produits qui ne se positionneraient que vis-à-vis de la viande. Ouais. Et qui en plus sont faux.
Enfin... Et qui en plus sont faux, donc quelque chose qui est connoté très négativement. Ouais, ok, donc ça non, simili non. Vous avez parlé de substitut et d'alternative. Il y a des connotations différentes avec ces deux-là ? Alors il y a des connotations légèrement différentes, dans le sens où l'alternative, c'est quelque chose qui viendrait s'ajouter à l'offre initiale et qui pourrait être consommé en alternance avec cette dernière, alors que le substitut a plutôt la vocation à se substituer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit avec des grandes marques américaines comme Beyond Meat ou Impossible Food, dont la direction met réellement en avant pendant les interviews avec les grands médias le fait qu'ils souhaitent remplacer à terme les produits carnés. Donc ça, c'est un discours qu'on n'entend jamais en France, par exemple. En France, on a plutôt un discours de diversification alimentaire, où les marques sont beaucoup moins offensives, et elles ne mettent pas en avant le fait qu'elles veulent littéralement se substituer. On est moins ambitieux en France. Moins ambitieux, mais c'est compréhensible dans le sens où le marché français est particulièrement crispé sur ces questions. Oui, donc on ne voudrait pas faire peur, en fait. Exactement, il ne faudrait pas faire peur. Et on est dans un marché où les traditions alimentaires sont particulièrement fortes et où les alternatives végétales, donc les nouveaux produits végétaux, ne sont pas soutenus, que ce soit publiquement ou financièrement, par le gouvernement en place. D'accord. Et donc si on dit alternative, on laisse la porte ouverte à c'est des nouveaux produits qui viennent servir la même fonction, mais qui n'ont pas forcément pour but de remplacer absolument. C'est une autre version qui est tout aussi légitime ou un peu mieux peut-être. Ou ça peut être un peu. Exactement, ça joue sur le fait que ces produits ne viennent pas avec une privation. D'accord. Donc les produits originaux vont rester encore dans le commerce. Et en plus, en mangeant des produits végétaux, on va pouvoir diversifier son alimentation sans se priver du goût qu'on aime bien, de l'odeur de cuisson qu'on aime bien. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui avait été remarqué particulièrement lorsque les steaks Beyond Meat sont arrivés sur le marché à la fin des années 2010. C'est le fait que quand on en cuit un chez soi, on a l'odeur de viande et l'odeur de grillé dans la pièce. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que le grand public cherche à retrouver, et quelque chose qui est ancré très profondément depuis l'enfance. On a tous des souvenirs de cette odeur de viande grillée qu'on connaît tous. Je trouve ça vraiment intéressant, cette idée que en fait, même nous, qui sommes particulièrement attentifs à ces questions-là, en fait, on s'est retrouvés enfermés dans le discours majoritaire, dans l'hégémonie carniste ambiante, qui nous présente ça comme des simili, qui nous fait dire fausse viande. Moi, j'ai pu le dire même, en fait, et sans me rendre compte qu'il y avait une connotation qui replaçait la viande en référentiel absolu, indépassable. En fait, il faut qu'on fasse attention à ça. Nous-mêmes, on est sujet à ça, en fait. C'est incroyable. Il faut qu'on fasse attention à ça, et ces termes peuvent être utilisés de manière un petit peu plus offensive. On a pu voir ça avec l'alcool, par exemple, avec la bière sans alcool, qui va présenter la privation d'alcool, donc elle va présenter la privation de l'élément plaisir de l'alcool comme une évolution. Positive. Positive. Et recherchée. Exactement. Donc on ne peut pas encore imaginer en France le fait d'avoir un steak estampillé steak sans viande, parce que ça ne serait pas vu comme une évolution, ce ne serait pas vu comme un progrès. Mais si la viande en venait à être connotée extrêmement négativement et qu'on avait un peu plus justement de force et de pouvoir dans les représentations communes, on pourrait en venir à dire c'est super, c'est trop stylé d'avoir des choses sans viande, sans animal mort. Et exactement, sachant qu'aujourd'hui il y a de nombreuses données scientifiques qui viennent accréditer cette idée, que ce soit sur l'impact de l'élevage sur l'environnement, l'impact d'une surconsommation de viande sur la santé, l'impact de l'élevage sur les animaux bien sûr. Il y a aujourd'hui de nombreux avantages très concrets à diversifier son alimentation et aller vers une alimentation très végétale, voire exclusivement végétale. Et qu'est-ce qu'il en est de comment en fait les substituts, les différents types de substituts ou d'alternatives, on va essayer de pas dire simili du coup, sont perçus par les consommateurs, consommatrices. J'ai l'impression qu'on l'a déjà dit qu'il y a une très forte focalisation sur le steak par exemple, alors qu'il y en a d'autres, on pense même pas que c'est des substituts. Est-ce que vous avez des données un peu sur ça, sur comment sont perçus les différents types d'alternatives ? Exactement, alors on s'aperçoit que les substituts sont très hétérogènes entre eux et leur perception est assez hétérogène aussi. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le marché des substituts au niveau mondial est complètement drivé par le lait végétal, qui est un produit qui rencontre un immense succès. Ça marche pour le coup. Ça marche très très bien. Et il y a eu en plus des améliorations, que ce soit gustatives ou nutritionnelles ces dernières années, qui font qu'aujourd'hui, c'est des produits qui peuvent être très intéressants. Et ce sont des produits qui sont rentrés dans les foyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas rare d'aller chez une personne pas forcément intéressée par ces sujets, pas forcément militante, mais de trouver du lait végétal dans son frigo. On va trouver du lait végétal dans des grandes surfaces, dans des chaînes de restauration. Ça avait fait du bruit il y a quelques temps quand Starbucks avait arrêté de demander de payer 50 centimes de plus pour avoir du lait végétal à la place du lait de vache dans ses cafés. Donc voilà, aujourd'hui on peut aller à Starbucks et prendre un café au lait d'avoine comme si de rien n'était.
Donc en fait, vous dites les laits végétaux ont eu un tel succès que maintenant, c'est pour ça qu'on n'en parle pas comme des simili, parce que c'est vu comme des laits pleinement légitimes et super intéressants et C'est très vu comme bons. des produits à part, Ouais, exactement. d'accord. Donc ça a été à la fois intégré par les consommateurs que ça vient en remplacement du lait, et la consommation de ces produits n'est pas vécue comme une privation, mais est vécue comme un ajout de choix, un ajout de nouveaux goûts, et comme un élément qui va s'intégrer dans la cuisine des gens, et que les personnes vont pouvoir se réapproprier. Ouais, ok. Et ben, il faudrait qu'on arrive à la même chose pour la viande, alors que pour l'instant, les simili viande sont ceux qui suscitent le plus de résistance, non? Exactement, il y a la viande a vraiment un statut à part, dans le sens où on observe que les simili poissons et fruits de mer sont également mieux acceptés. Ah oui. Donc ils sont un peu plus rares, mais ils ne déclenchent pas forcément d'hostilité. Donc on peut avoir des bâtonnets végétaux panés qui vont imiter les bâtonnets de colin panés. Il n'y a jamais eu spécialement d'attaque contre ces produits. Ce sont des produits qui sont plébiscités par les consommateurs. Mais en effet, la viande et spécialement les steaks ou les saucisses jouent le rôle de produits symboles. Et là, les critiques vont se faire plus virulentes contre ces produits-là, parce qu'ils viennent justement questionner ces symboles et leur place dans notre alimentation. En fait, c'est une attaque directe contre les symboles du carnisme. Et c'est pour ça que ça crée des résistances. Exactement, c'est une attaque contre ces symboles, et c'est surtout la possibilité pratique au quotidien de pouvoir s'en passer. Et avec des simili-carnés qui vont s'approcher de plus en plus de la qualité nutritionnelle des produits carnés originaux, mais également des qualités gustatives, de la parité prix. Ça paraît important, ce sont des produits qui sont encore un peu plus chers, mais dont les prix baissent, et on peut s'attendre à ce que les prix des produits carnés et végétaux convergent. Il est aujourd'hui de plus en plus facile de se passer d'un steak animal. Et du coup, ça fait se poser beaucoup de questions. S'il est facile de s'en passer, pourquoi est-ce qu'on ne s'en passe pas ? Et ouais, la question devient incontournable une fois qu'ils sont La partout. question devient incontournable, et évidemment, c'est une question qui est très difficile, et on peut tout à fait comprendre que le consommateur moyen qui n'a pas forcément eu le temps de se poser ces questions-là, qui sont des questions douloureuses, qui peuvent remettre beaucoup de choses en question, ait envie de garder la poussière sous le tapis. Ouais. Là, maintenant, on y est. En fait, tout est remplaçable. On peut avoir une alimentation qui ressemble complètement à une alimentation classique en version végétale. On est d'accord ? Alors aujourd'hui, on a une immense diversité de produits qui existent. On peut dire que virtuellement tout existe en version non carnée. On a du parmesan italien à la truffe en version végétale. On a de la panse de brebis farcie écossaise en version végétale. On a du saucisson en version végétale. Vous pouvez penser à n'importe quel produit, il existe une version végétale de ce produit-là, que ce soit des crevettes ou autres, cuisinées ou non cuisinées, panées ou non. Aujourd'hui, la question va plus se poser sur l'accessibilité de ces produits. Est-ce qu'elles sont facilement accessibles au grand public ? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce sont des produits qui sont encore produits en petite quantité, qui du coup peuvent être assez chers, et il y a des freins économiques et culturels à ces produits-là, mais au niveau purement alimentaire, on y est. Et si on prend encore plus de perspectives sur la question, et avec une perspective plutôt historique, notamment parce que vous le traitez dans certains des articles sur le site que vous avez créé, Animal Timeline, les substituts du coup carnés, ça date pas d'hier. C'est en fait certains, là, les plus récents, sur certains produits très précis, certes, ont été développés récemment, mais en fait ça existe depuis assez longtemps. Alors les substituts, ça date pas d'hier, en effet. On peut faire remonter à 965 la première mention écrite du tofu, qui à l'époque était présenté comme un substitut. Ah ok. Donc il venait remplacer des produits carnés très spécifiques dans certains plats de l'empereur de Chine. Et on a la première mention écrite d'un lait d'origine végétale qui remonte à 1226 en Irak. C'était pour parler de lait d'amande. Il y a une très longue histoire au lait d'amande que vous pouvez trouver dans le magasin à côté de chez vous. On peut faire remonter à 1301 la première mention écrite du 7 ans. Donc un produit qui permet d'avoir un rendu fibreux à partir de gluten de blé, qui permet de remplacer la viande et qui est aujourd'hui présent dans de nombreuses chaînes de burgers, par exemple. Donc voilà, on s'aperçoit que c'est des produits qui ont une très longue histoire. Plusieurs siècles, là, pour le coup. C'est toujours dans l'idée que ce ne sont pas des produits récents et qu'eux aussi ont une histoire, eux aussi ont une tradition culinaire qui a pu être étouffée par certains moments, mais qui existe bel et bien. Et il y a deux petites dates aussi que j'aime bien, que je trouve intéressantes. C'est en 1812, la publication du premier livre de cuisine végétarienne, et en 1849, la publication du premier livre de cuisine végane, donc voilà, par deux femmes. Ah ouais. Donc voilà, il y a 150 ans, il y avait déjà des livres de cuisine végane, et c'est intéressant de le rappeler.
alors qu'aujourd'hui on peut encore entendre l'idée que ce serait une mode ou quelque chose lié à l'agro-industrie qui chercherait à faire des produits végétaux moins chers pour faire plus de marge. Vous m'avez parlé aussi d'une histoire avec le docteur Kellogg que j'avais trouvé vraiment très intéressante en termes de perspective historique sur la question des substituts. Alors oui, le docteur John Harvey Kellogg, qui a pris la tête d'un hôpital aux États-Unis en 1878, qui a pris la tête du sanitarium de Battle Creek, a développé pour ses patients, avec sa femme, des simili, justement, des simili carnés, pour faciliter le suivi d'une alimentation sans viande au quotidien pour ses patients. Suite au succès rencontré, le complexe hospitalier s'est lancé dans la commercialisation de ces produits. C'était quoi comme type de produit ? Alors, c'était un produit à base de cacahuètes, de beurre de cacahuètes. Nous sommes aux États-Unis. Et oui. Et du coup, c'était un produit qui se présentait dans une boîte de conserve, qu'on faisait sortir et qu'on coupait en tranches pour imiter un steak, tout simplement. Donc, nutritionnellement, c'était pas forcément... c'était perfectible, disons. Et le fait que ça soit à base de cacahuètes faisait qu'il y avait une différence de goût. Mais il y avait déjà cette idée de retrouver la forme et les couleurs pour faciliter la consommation au quotidien, se rapprocher en fait de l'existant pour ne pas bouleverser les habitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de l'histoire des simili carnés. Mais avec la volonté de le remplacer, là, pour le coup, c'est ça ? Alors, avec la volonté de le remplacer, en effet. Vu que c'est des patients qui souffraient pour la majorité de maladies cardiovasculaires ou ce genre de choses. Et donc il y avait cette idée que la moindre consommation de viande, donc idée qui a été prouvée aujourd'hui, bien sûr, l'idée qu'une moindre consommation de viande allait être favorable à leur santé. Okay. Donc les simili en Occident, si on peut le dire, sont nés à l'hôpital. Et Kellogg, ça a quelque chose à voir avec les céréales Kellogg's aujourd'hui ou... Alors ça a beaucoup de choses à voir dans le sens où c'est lui le fondateur de l'entreprise d'accord. Kellogg's. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui, l'entreprise Kellogg's n'est pas forcément associée à une image de produits sains. Non, effectivement. Mais à l'origine, c'était l'idée. Ok, waouh, comme quoi les choses peuvent changer. Bon alors, et aujourd'hui, on en est où en termes de perspective économique et du succès de cette substitution, justement, de ce remplacement, de ce développement d'alternatives ? Est-ce que globalement, ça marche ? Et est-ce que c'est la même situation un peu dans tous les pays ou est-ce que j'imagine il y a des disparités ? Alors aujourd'hui, ce sont des produits qui, malgré différents obstacles économiques et le manque de soutien gouvernemental, sont bien implantés, avec le lait végétal qui continue à avoir une croissance particulièrement insolente. Et on peut dire deux choses. C'est que sur les alternatives végétales en grande surface, il y a une recomposition du marché, avec des grands acteurs historiques, comme Björk par exemple, qu'on a noté tout à l'heure, qui est identifié comme un acteur du végétal. Sont des acteurs qui perdent du terrain face à des grands industriels, comme Nestlé ou Danone par exemple, donc qui sont des marques qui produisent tout type de produits, y compris des produits d'origine animale. Et qui diversifient et qui vont vers plus de végétal parce qu'ils sentent venir le filon et que c'est important de ne pas rater le coche. Exactement. Donc là, on est dans une période de maturation du marché avec une diversification des acteurs historiques de l'alimentation carnée. Ok, ça c'est plutôt un signe de succès. C'est un signe de succès, exactement. Et en termes de disparité entre les pays, on va s'apercevoir que dans les pays du nord de l'Europe et aux États-Unis, il y a un budget qui est bien plus conséquent, un budget des ménages qui est bien plus conséquent pour les dépenses dans les alternatives végétales. Et si on prend le budget dépensé par les habitants en alternatives végétales en 2022, le pays qui arrive en tête, c'est les Pays-Bas, avec 23,40 € par personne. Donc ça peut paraître peu, mais c'est une moyenne à l'échelle du pays entier. Ensuite, on va trouver l'Allemagne avec 23 € par habitant par an, dépensés dans les alternatives végétales. Ensuite, les États-Unis avec 19,90 €. Et on peut descendre dans le classement et arriver à la France avec un budget de 6,30 € par personne dans les alternatives végétales. Donc 4 fois moins qu'aux Pays-Bas. Ok. Ouais, on est plutôt dans une moindre phase de développement des substituts en France. Mais on s'aperçoit qu'aux Pays-Bas, il y a un soutien politique qui est plus important et qui va permettre du coup de rassurer les industriels et de rassurer la population sur le fait que c'est des produits intéressants vers lequel aller pour leurs différents bénéfices santé ou environnementaux ou liés aux animaux. Ça joue. Oui, on n'observe pas les mêmes résistances peut-être dans d'autres pays qu'en France où ça crée vraiment beaucoup de résistance. Exactement, il y a une résistance qui est particulièrement intense en France
Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est de comparer avec l'Italie, qui est un pays qui a aussi une tradition culinaire extrêmement forte. De la viande. De la viande, ouais. Donc on va retrouver... Des produits carnés, du fromage aussi. Et exactement, on va retrouver donc, tous les marqueurs de l'alimentation de bon vivant, ouais. Comme on aime l'appeler, avec l'alcool, le vin, le fromage, et la viande bien sûr, et la charcuterie, qui peut être considérée comme une sous-catégorie de viande pour différentes raisons. Et en Italie, qui a une tradition aussi riche que celle de la France, on observe que ce sont des produits qui sont bien mieux acceptés, avec des marques qui s'implantent bien plus facilement en Italie qu'en France, par exemple. Ah, d'accord. Donc là, c'est un signe, un pays, on ne peut pas nous la sortir, c'est la tradition culinaire en France, parce que à tradition égale, ou quand il y en a dans deux pays, bah là, en fait, non, il y a aussi un facteur résistance supplémentaire propre à la France. Et exactement. Et en Italie, on s'aperçoit que du coup, les personnes ont un budget 2 fois plus élevé qu'en France pour les alternatives végétales, avec une offre qui est bien plus importante. Donc, en effet, la tradition historique n'explique pas tout. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques années, on avait un peu décrit ça de façon très laudative. Il y a un énorme boom des substituts, ça monte, ça va remplacer en quelques années, ça une croissance exponentielle, qu'il y avait un scénario finalement très optimiste, de croyance incroyable des substituts, et que finalement maintenant, là, très récemment, beaucoup plus d'analyses parle peut-être d'un fort ralentissement, ou en tout cas considère plus avec autant d'optimisme le succès à venir, ou qu'il était peut-être surestimé et qu'en fait la dynamique est beaucoup moins forte aujourd'hui. Qu'en est-il réellement ? Alors oui, ce sont des produits qui se sont lancés sur le marché à grande échelle, avec des marques qui ont vraiment explosé au niveau mondial pendant les années 2010, avec de très grandes ambitions, de très grandes attentes de la part des investisseurs. Et elles se sont un peu heurtées aux réalités économiques et aux réalités du marché, dans la mesure où la viande et les différents produits carnés, ce sont des marchés qui représentent plusieurs centaines de milliards de dollars annuellement, et on ne fait pas évoluer un marché aussi gros, aussi rapidement, même avec les meilleures volontés du monde. Et ce qu'on voit, c'est que dans de très nombreux pays, le manque d'appui politique, le manque de volonté de la part des distributeurs et des grandes surfaces de mettre réellement en avant ces produits, a entravé clairement leur développement. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les restaurants n'ont pas forcément pris le relais, et que dans de très nombreux pays, les restaurants ont une offre assez pauvre en matière d'alimentation végétale. Donc on s'est retrouvé avec des marques qui avaient donc des producteurs d'alternatives végétales qui avaient de très grandes ambitions, mais qui se sont heurtés en fait à un manque de débouchés, avec une difficulté à rentrer dans les cantines, une difficulté à rentrer dans les restaurants, et une difficulté à être correctement positionné dans les grandes surfaces. Ok, donc du coup ça peine un peu pour l'instant à vraiment concurrencer et à être autant adopté aussi facilement dans tous les aspects de la consommation alimentaire. Exactement, et en plus il y a une barrière prix dans le sens où ce sont des produits qui sont produits ce sont des aliments qui sont produits en plus petite quantité, donc c'est des produits récents, donc le prix doit encore amortir la R&D qui est assez récente, et qui sont produits en plus en petite quantité. Ah ouais, donc ça, c'est 2 facteurs qui expliquent que c'est très cher. Et exactement, il y a un effet volume qui joue contre ces alternatives-là. Oui, justement, on présentait un peu ça à l'époque comme il suffit d'attendre quelques années, et avec l'augmentation exponentielle de la consommation, on ira vers une baisse de prix constante, ce qui n'est pas forcément... ça baisse pas aussi vite qu'on l'avait prévu. C'était optimiste, ouais. Trop optimiste. On entend beaucoup de choses quand même sur les simili, et souvent des choses plutôt critiques ou dénigrantes. Alors peut-être qu'on peut prendre un peu ces critiques ou ces objections aux idées même de développer des substituts une par une, et voir dans quelle mesure les critiques sont légitimes. Déjà, une chose qu'on entend vraiment beaucoup, c'est que en fait, c'est des produits ultra transformés, bourrés d'additifs, pas très bons pour la santé, avec une composition nutritive vraiment pas intéressante, ou en tout cas que ça vaut pas une bonne alimentation végétale avec 30 000 guillemets, avec des produits plus bruts peut-être. Oui, alors ça c'est l'objection principale qui est opposée à ces produits. C'est intéressant de rappeler aussi que c'est une objection qui est assez récente et qui a été massivement instrumentalisée. C'est une objection qui repose sur l'idée que plus un aliment est transformé, moins il va être sain. Derrière tout ça, il y a l'idée du naturel, bien sûr, et qu'un aliment plus naturel serait plus sain pour la santé. Et ça, c'est pas vrai. Alors, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est plus compliqué que ça. Okay. Et qu'on ne peut pas mettre un signe égal entre naturel et sain, et un signe égal entre transformé, ultra-transformé et mauvais pour la santé. C'est plus compliqué que ça, il y a de nombreux contre-exemples, sachant que la transformation et l'ultra-transformation, ce sont des concepts assez vastes, assez complexes, qui sont encore en cours de définition. Ce sont des concepts qui ne sont pas stabilisés au niveau scientifique. C'est pas hyper clair de savoir exactement qu'est-ce qui est plus transformé que telle autre chose.
C'est assez compliqué, la diversité alimentaire est si large. Parce que quoi, en fait, on peut cuire, on peut chauffer, on peut hacher, recomposer, on peut ajouter des choses. On peut réduire en poudre, on peut ajouter des additifs, sachant que tous les additifs ne se valent pas. Tout ça, c'est des transformations, en fait. Tout ça, c'est la transformation, exactement. Et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on rajoute, justement. En général, c'est ça qui est en jeu aussi, non ? On rajoute des choses qui sont pas très intéressantes nutritivement, voire qui sont néfastes. Alors là, du coup, il faut faire une distinction entre la qualité nutritionnelle d'un aliment qui va pouvoir être dégradé par l'ajout d'éléments assez pauvres nutritionnellement parlant. Okay. Mais la transformation, justement, fait appel à une très grande diversité de processus, que ce soit la cuisson, le fait de transformer des aliments en farine, par exemple, okay. Donc passer par une étape de séchage, de broyage. Et du coup, il y a l'idée vraiment que plus on rajoute d'étapes de transformation, moins ça sera intéressant nutritionnellement, et voire même ça serait plus dangereux pour la santé. Or, il existe une telle diversité de composés nutritionnels et de processus de transformation que c'est compliqué de faire rentrer ces processus dans des grandes cases. Et typiquement, il y a des transformations qui vont permettre à des aliments de devenir comestibles. Il y a des aliments qui, crus, ne sont pas comestibles, et une fois cuits, deviennent comestibles. Il y a des transformations qui permettent de rendre des aliments plus intéressants. La transformation et l'ultra-transformation ne sont pas spécifiquement associés à des aliments moins intéressants. Okay. Et il y a une étude qui est sortie très récemment qui est très 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 intéressante. Elle a été publiée dans la revue The Lancet. C'est une étude dans laquelle les chercheurs ont mené l'enquête sur l'association entre la consommation totale d'aliments ultra-transformés, donc la catégorie d'aliments la plus transformée de toutes, et de certains sous-groupes avec le risque de multimorbidité. Donc l'apparition d'un cancer par exemple, ou d'une maladie cardio-métabolique. Donc la consommation d'aliments ultra transformés a été évaluée par des questionnaires de fréquence alimentaire. Donc on a demandé aux gens ce qu'ils mangeaient, à quelle fréquence. Et ce qu'on remarque, c'est un résultat qui a été hautement démontré, c'est que la consommation totale d'aliments ultra transformés est associée positivement au risque de multimorbidité. Donc avec un risque qui augmente de 5 à 15%. Donc en gros, c'est corrélé. Globalement, les personnes qui mangent le plus de produits ultra transformés sont les personnes qui développent le plus de maladies liées aux alimentations. C'est ça, sachant que plus on en mange, plus le risque de maladie, de ces maladies-là. Et c'est proportionnel. Et c'est proportionnel. Ok, donc là, ça suggère plutôt un lien. Exactement. Mais chose qui est assez intéressante, et c'est pour ça que c'est un domaine d'étude qui est en plein développement en ce moment, c'est que tous les aliments ultra transformés ne se valent pas et qu'ils ne sont pas tous associés à la même augmentation du danger et du risque. Typiquement, là où la viande transformée et les sodas augmentent ce risque de cancer et de maladies cardio-métaboliques. Donc viande transformée, par exemple, les charcuteries. Les charcuteries, oui, c'est l'exemple. On parle beaucoup avec les nitrites qui, là, sont des additifs très très mauvais pour la santé, pour le coup. Exactement. Et la charcuterie, c'est l'exemple classique de la viande transformée particulièrement néfaste pour la santé. Ok. Et donc on s'aperçoit que la viande transformée et les sodas augmentent ces risques de maladies, mais qu'il y a d'autres produits comme le pain ou les céréales transformées ou les alternatives végétales. Elles sont des catégories qui semblent avoir un effet neutre. C'est-à-dire que la consommation de pain, qui est un produit transformé, de céréales transformées et de steak ou de saucisses végétales, pourrait ne pas être spécifiquement néfaste pour la santé. Okay. Donc on se retrouve avec des produits qui auraient des avantages en termes de bien-être animal, en termes d'environnement, sans avoir d'effet néfaste sur la santé. Et donc là, on va retrouver l'idée que ce sont des produits intéressants à intégrer dans une alimentation. Donc finalement, les substituts sont plus intéressants que ce qu'ils viennent remplacer en général. Exactement. En fait, ça, c'est une idée qui est pareil, assez intéressante. C'est que parler des alternatives végétales, analyser l'effet sur la santé de ces alternatives ne doit pas se faire en oubliant l'effet sur la santé des produits carnés qu'elles visent à remplacer. Donc, c'est-à-dire que quand on va analyser l'effet d'une saucisse végétale, il ne faut pas l'analyser dans l'absolu, il faut le comparer à l'effet qu'une saucisse carnée aura sur la santé. Et on s'aperçoit que dans leur écrasante majorité, les alternatives végétales ont un effet, si elles ont un effet néfaste, plus faible, voire même bien plus faible que le produit carné qu'elles visent à remplacer. Ok, donc c'est pas très juste de leur reprocher d'être globalement peut-être un peu moins bons nutritivement que d'autres aliments végétaux, mais qui viennent pas remplacer des produits carnés auxquels on était habitué et qu'on aimait bien, quoi. Exactement. Alors un steak végétal transformé, évidemment, sera moins bon pour la santé que des lentilles ou des pois chiches bruts, mais il faut garder en tête qu'ils ne viennent pas répondre aux mêmes besoins et que pour remplacer le steak carné traditionnel, les familles vont préférer passer par un steak végétal qui va demander moins de bouleversements d'habitude, moins de connaissances culinaires, moins de connaissances nutritionnelles, et qui va être plus pratique au quotidien tout simplement. Et bien justement, c'est une autre objection que j'avais en tête, c'est l'idée que en fait, les substituts, ça sert à rien.
Et ça, on l'entend aussi chez nous, chez les véganes antispécistes, de dire mais bon, tout le monde peut manger des lentilles, c'est quand même bien mieux, c'est très bon pour la santé, c'est vraiment pas cher, c'est un peu la solution parfaite. Et pourquoi tout le monde ne va pas vers plus de légumineuses? Pourquoi en fait chercher à tout prix à imiter la viande après tout, puisqu'on cherche à s'en passer? Et ça, c'est un truc c'est l'idée finalement qu'on entend pas mal, que ça vient pas répondre à des besoins réels et qu'on pourrait complètement faire sans les substituts. Alors en effet, c'est une idée qui est fréquemment évoquée, et sans revenir sur la question de ce qu'il faudrait faire idéalement en termes de transition alimentaire, on peut tout simplement parler du fait que factuellement, historiquement, le manque de steaks végétaux ou de saucisses végétales a pu être brandi par les personnes qui avaient du mal à faire évoluer leur alimentation comme un frein. Donc en fait, ces marques aujourd'hui, elles ne proposent pas des alternatives végétales à partir de rien, c'est pas elles qui ont eu l'idée, elles ont répondu à quelque chose qui a été présenté par le grand public comme un frein. Et donc comme un besoin, en fait, pour se tourner vers les alimentations végétales. Exactement. Donc c'est pas des marques qui cherchent à imposer des produits, ce sont des marques qui justement ont été à l'écoute des consommateurs et visent à répondre au besoin numéro 1 des consommateurs, c'est-à-dire de retrouver le goût de la viande, la texture de la viande. Parce que le fait que ces goûts et ces textures seraient manquants dans une alimentation plus végétale est présenté comme le frein principal pour diminuer, voire arrêter de consommer de la viande. Oui, moi j'ai vraiment l'impression que cette objection qu'on entend, y compris chez nous, du côté de nos camarades et de nos alliés, elle vient peut-être un peu négliger, voire complètement sous-estimer des besoins qui peuvent être réels chez plein de gens, en fait, qui se tournent pas de façon évidente vers les légumineuses, vers que ça, ou vers des choses qui demandent peut-être une transformation beaucoup plus difficile et profonde de notre alimentation à laquelle on n'est pas habitué. Et c'est quoi, en fait, les besoins réels que ça vient remplir, à part le goût similaire auquel on était habitué à la viande et aux produits carnés? Il y a d'autres besoins que ça remplit, en fait. Oui, au-delat des besoins purement alimentaires, il y a un besoin social. C'est-à-dire que les produits carnés sont associés à des moments partagés. On va retrouver les barbecues de l'été en grand classique, ainsi que les gâteaux de fête. En France, hein, particulièrement, si on veut rester sur l'exemple français, le foie gras ou la dinde de Noël. Donc, tout un ensemble de moments conviviaux qui vont se voir dédier un plat carné pour chacun. Ouais. Et où on n'a pas envie d'être mis à part, de passer pour la végane qui bouffe ses graines de côté ou qui bouffe sa salade. Enfin, en fait, ça va dans les clichés aussi du vegan. Et quand on arrive et qu'on propose des substituts, c'est plus facile. On montre qu'on peut avoir les mêmes choses, des choses qui s'en rapprochent, qu'on peut être intégré dans ce moment-là. Exactement. Et reproduire les codes finalement habituels, traditionnels. Exactement. On va pouvoir manger des aliments qui se ressemblent, qui vont pouvoir être cuits de la même façon. Les steaks végétaux peuvent se cuire au barbecue à côté des steaks carnés. Ouais. Donc, on va pouvoir partager tous ces moments conviviaux. Retrouver tout cet imaginaire, toute cette iconographie de la fête et retrouver les formes et les couleurs et les odeurs auxquelles on est habitué et surtout qui vont être les mêmes que les autres. Donc on va pouvoir rester intégré dans le groupe. Et c'est quelque chose qui avait été fait il y a une petite dizaine d'années aux États-Unis, des questionnaires qui avaient été envoyés à des personnes qui avaient arrêté d'être véganes en leur demandant pourquoi. Donc il y avait plusieurs études qui avaient été faites dans différents États. Et la barrière sociale était présentée comme le frein numéro 1. C'est-à-dire que c'était trop dur en fait, d'être exclu de moments familiaux et de moments avec des collègues le midi ou ce genre de choses. Il y avait une pression sociale qui était dure et ces produits viennent répondre justement à ce besoin d'intégration sociale. Ouais. Puis il y a aussi plein de personnes qui ont besoin d'avoir des produits un peu faciles à cuisiner, qui demandent pas beaucoup d'équipement, pas beaucoup de compétences culinaires forcément. En fait, un truc qu'on renverse dans la poêle le soir en rentrant du boulot parce qu'on n'en peut plus et qu'on doit aller s'occuper des gamins, quoi. Exactement. En fait, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, paradoxal vu que c'est en pleine lumière, c'est que les alternatives végétales, justement, imitent les produits carnés traditionnels. Mais si ces produits carnés traditionnels sont si répandus, sont si omniprésents, c'est justement parce qu'ils sont bons et pratiques. Et quand on va retrouver des cordons bleus végétaux ou des nuggets végétaux, il ne faut pas oublier que ces produits s'ancrent dans la continuité de produits de très grande consommation qui sont les cordons bleus carnés et les nuggets carnés, qui sont consommés aux quatre coins du monde justement parce qu'elles présentent de très nombreuses qualités au quotidien. C'est pas cher, c'est bon, c'est pratique. On n'a pas besoin de transformer, d'ajouter plein d'épices, de savoir comment combiner les aliments, comment associer les goûts pour que ça fasse un super plat à la fin. C'est déjà plutôt très très bon gustativement et ça demande pas grand chose en fait pour Exactement, c'est simple et bon et surtout le grand public n'a pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie, ni les moyens
d'associer sa consommation alimentaire à tout un ensemble d'objectifs éthiques en faveur de l'environnement, des animaux ou de la santé, et de faire évoluer son alimentation en l'adossant à des principes intellectuels. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Ouais, une fois de plus, dans l'idéal, ce serait bien. C'est bien si dans la société, on tend vers des choses plus vertueuses, plus écologiques, de meilleure santé pour tout le monde, mais c'est aussi OK, en fait, non, d'avoir des produits qui peuvent servir les mêmes avantages dont on a parfois besoin. Et puis, en fait, les situations sont très différentes. Des fois, pour les personnes, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir l'espace mental pour cuisiner des choses hyper complexes qui ne ressemblent pas aux plats traditionnels. Tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure des personnes qui peuvent être végétariens ou véganes, qui elles-mêmes brandissent cet argument que les simili ne seraient pas utiles. Oui. Il peut être intéressant de savoir, ces personnes, combien de temps elles ont mis pour devenir végétariens ou véganes. Et je peux supposer que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, qu'il leur a fallu plusieurs mois, voire plusieurs années, à se renseigner sur une grande multitude de sujets. Et c'est un peu difficile d'exiger ça du grand public qui peut être pris dans sa vie quotidienne et dans d'autres sujets sociaux éventuellement. Ouais. Oui, le besoin que ça vient remplir, c'est aussi la facilitation de la transition. Exactement. Et ça, c'est important, en fait, pour motiver des gens à être véganes, à adopter des alimentations végétales. Exactement. Ouais. Et j'ai l'impression que peut-être ça joue un peu, le fait qu'on l'entende aussi de notre côté, c'est peut-être moins là, la volonté de lutter contre les substituts en soi, mais peut-être plutôt une prégnance d'une idée de nature, de naturalité, qui peut être associée parfois au véganisme. En effet, il y a cette idée que le véganisme serait une transformation si profonde de sa vision du monde et de son alimentation qu'elle permettrait d'apporter une solution à un très grand nombre d'enjeux sociaux, environnementaux, et du rapport entre les humains et les animaux. Et que quitte à faire cette transformation, il faudra la faire vraiment jusqu'au bout, de manière intégrale. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a ce truc de tout ou rien permanent, genre soit on fait tout absolument parfait et sinon on va nous dire qu'on est incohérent si on est à la moitié du chemin ou si on a essayé ou si on essaye sur un plan mais pas sur un autre. Exactement, mais il y a quelque chose qui est très important à rappeler, c'est que si en effet on peut avoir une consommation pas forcément entièrement végétale ou alors végétale basée sur des substituts qui serait pas forcément la plus éthique ou la plus saine possible, il faut rappeler que même si on a une consommation qui est pas parfaitement éthique, toutes les consommations ne se valent pas et c'est toujours plus intéressant d'avoir une consommation plus éthique qu'une autre, sans pour autant viser la perfection qui est de toute façon assez inatteignable. Ouais. Alors il y a une objection, mais que vous avez déjà évoquée vous-même, c'est le fait que c'est très cher et paradoxalement pas forcément accessible à tout le monde, même quand on a ce besoin de facilité, de bon goût immédiat. En fait, il y en a qui peuvent quand même pas se le permettre parce que ça reste assez cher, plus cher que la moyenne de ce que ça vient remplacer. Alors en effet, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se le permettre et ce sont des produits qui sont assez chers, mais c'est intéressant de rappeler que ce ne sont pas des produits qui sont intrinsèquement chers, ce sont des produits qui sont chers aujourd'hui dans notre contexte économique. On pourrait tout à fait envisager que ces produits soient produits en plus grande quantité, qui a un effet volume qui permet de tirer les prix vers les bas, que ce soit des produits qui soient aidés par des subventions publiques. Ça, c'est quelque chose qui avait fait grand bruit il y a quelque temps, de voir que les aides de la PAC, la politique agricole commune, étaient dirigées à 80% vers des produits alimentaires non durables. Donc on pourrait envisager une redirection de ces aides vers des produits plus durables et donc plus végétaux, qui permettrait de tirer le prix vers le bas. Disons que normalement, produire à base de végétaux, c'est censé coûter beaucoup moins cher que d'élever des animaux dans l'intermédiaire pour produire des protéines. Donc ça n'a pas trop de sens finalement que dans la situation actuelle, ce soit beaucoup plus cher. C'est censé à long terme, se renverser. Oui, on peut l'imaginer. Parce qu'il faut se rappeler que dans le prix d'un produit final, il n'y a pas que le prix des ingrédients. Il y a les différentes marges des distributeurs, le transport, les subventions publiques qui peuvent être injectées dedans. Qui vont toutes vers les produits carnés qui sont pourtant, même quand ils sont déficitaires, plutôt que d'aller vers une vraie transition alimentaire et du coup de compenser pour les alimentations végétales. En fait, il y a ces soucis-là aussi. Exactement. Il y a Lidl, début 2024, qui a fait une annonce en Allemagne. Lidl qui a annoncé la parité prix entre certains produits carnés et leurs équivalents végétaux. Et c'était justement c'était intéressant de voir que à prix égal, comment les ventes des uns et des autres évoluaient. Et sans surprise, on a vu une diminution de la vente des produits animaux et une augmentation de la vente des produits végétaux. Parce que le grand public aujourd'hui a bien compris qu'il y avait un intérêt à diversifier et à végétaliser son alimentation. Ok. Dernière grosse objection que j'avais en tête et qu'on entend aussi dans nos milieux, et je pense parce qu'elle est légitime, c'est qu'une partie de ces nouveaux produits, de ces alternatives végétales, sont développées par des entreprises en fait carnistes. Par exemple, Erta, qui développe des alimentations dits végétaux, des entreprises qui sont industrielles, des entreprises qui sont capitalistes.
et que du coup c'est pas forcément une bonne chose d'aller payer, donner à d'autres entreprises, soit animales, soit capitalistes, pour continuer à financer finalement le système qui fait partie du problème. Alors en effet, tu as parlé d'Herta qui propose une gamme de produits végétaux sous la marque Garden Gourmet. Et on pourrait se dire qu'acheter un produit Garden Gourmet, c'est indirectement financer Herta et indirectement financer l'exploitation des animaux, par exemple. C'est vrai. Mais ça peut être intéressant dans le cadre de la démocratisation de ces produits, dans le sens où ça serait peut-être trop restrictif de demander à des entreprises indépendantes et produisant uniquement du végétal d'avoir les moyens de produire du végétal pour tout le monde à bas coût. Il faut s'appuyer aujourd'hui sur les systèmes industriels en place, qui sont les seuls à pouvoir proposer des produits accessibles pour le plus grand nombre, que ce soit en termes de disponibilité dans les magasins et en termes de prix. Il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est quand McDonald's a commencé à proposer des steaks végétaux aux États-Unis dans certains de ses burgers. Qui est capable de fournir McDonald's en steaks végétaux en volume? Uniquement les grosses entreprises déjà établies. Vous vous dites c'est bien mignon, mais c'est pas possible en fait de faire dans des petites entreprises complètement décentralisées, non capitalistes, pour vraiment mener des transitions végétales ambitieuses. En 2024, c'est pas possible. Donc il faudra forcément en passer par les entreprises qui existent, les grosses entreprises qui existent déjà telles qu'elles sont actuellement. Et exactement, sachant que c'est des entreprises qui ont les moyens de mettre beaucoup d'argent dans la R&D, ce que les petites entreprises ne peuvent pas faire. Les grosses entreprises peuvent se permettre d'investir des millions, voire des dizaines de millions dans la création de grosses usines, dans des projets de R&D qui vont pas forcément aboutir. Et on peut s'attendre à ce que des grosses entreprises proposent des produits que des petites entreprises pourront dans un second temps retravailler, se réapproprier. Comme on a pu voir d'ailleurs pour les produits carnés. Des grosses entreprises qui lancent des produits emblématiques et qui vont ensuite être déclinés en marque distributeur ou en production locale. Et elles ont le moyen d'être un peu plus flexibles aussi et de rediriger finalement une partie de leurs activités vers du végétal. Je pense à Danone qui s'est rendu compte qu'il fallait mieux miser aussi sur les yaourts végétaux, non ? Et qui a du coup racheté, je ne sais plus quelle marque. Alors en effet, il y a Danone qui en 2016 avait racheté White Wave, qui détient entre autres la marque Alpro, qui est aujourd'hui une marque qui a pignon sur rue au niveau mondial, donc une marque qui produit en particulier des laits végétaux. On voit que c'est des marques qui sont capables de développer des produits, d'ancrer des produits au niveau mondial. Donc ça, en effet, des petites marques ne peuvent pas se le permettre. Pareil que ce soit en termes de capacité de production, de capacité de négociation avec des centrales d'achat ou autres. Et si on veut parler de capacité de production, on peut parler de l'usine Danone dans le Gers, qui produisait avant des produits laitiers et qui a été reconvertie en 2024 en usine de lait végétal, qui produisent du lait d'avoine. Et ils produisent, en rythme de croisière, 300 000 litres de lait d'avoine par jour. Ça, c'est pour le monde, c'est pas que pour la France, c'est ça ? Alors, la destination, c'est le monde au global. Mais en effet, c'est compliqué d'imaginer des petites entreprises atteindre des volumes de production si énormes, effectivement. Dans le respect des règles sanitaires et avoir la capacité de transport et de distribution. Donc voilà, les petites entreprises peuvent être intéressantes pour développer un ancrage local et territorialiser un peu des productions végétales. On a ça avec le fromage, par exemple, où dans chaque département ou chaque région va avoir ses fromages emblématiques. On peut imaginer dans quelques décennies ou dans quelques siècles, chaque département ou région avoir ses produits végétaux emblématiques. Mais en attendant, les grandes marques sont intéressantes pour démocratiser ces produits et les faire définitivement entrer dans les foyers de tous les Français. Ouais. Puis du coup, convaincre des grandes marques d'aller vers du végétal, tout de suite, ça a un impact énorme par rapport à la création d'une petite entreprise qui mettra du temps à grossir et à développer des alternatives. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut voir ces reconversions de très grandes entreprises comme un signal positif, très favorable, envoyé à l'ensemble des filières, et qui montre que ce sont des produits intéressants, avec une demande assez conséquente pour justifier la construction d'usines entières qui leur sont dédiées. Ça légitime la demande dans ces produits. Et on peut s'attendre ensuite à ce que de ces entreprises, justement, il y ait un effet boule de neige et qu'il y ait des plus petites entreprises qui veulent leur part du gâteau. Ok. Bon, bah là, si on fait un mini bilan un peu là des critiques qu'on a traitées une par une sur les similis, sur les substituts, finalement, pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Pourquoi on a vu qu'il y en a certaines qui sont quand même moins justifiées que d'autres ? Est-ce que c'est juste un peu du bon scepticisme ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Ou est-ce qu'en fait, c'est surtout des préjugés ? Voire des attaques en fait de nos ennemis contre ces choses-là et contre finalement la végétalisation.
On a vu justement qu'il est normal de développer des nouvelles versions des produits avec un impact environnemental plus favorable ou un impact santé plus favorable. Ces simili se placent dans cette tradition historique qui est d'améliorer les produits existants. Or, ils se heurtent à un mur de critique particulièrement virulent, que ce soit évidemment de la part de l'industrie en place, mais de la part du public aussi, qui a des craintes qui sont justifiées. Ce sont des nouveaux produits qui apparaissent, ce sont des produits qui étaient à peine envisageables il y a quelques décennies, et aujourd'hui on atteint des qualités gustatives vraiment impressionnantes. Mais ce qu'on s'aperçoit sur ces produits, c'est que le scepticisme, qui peut être sain, semble pousser à son paroxysme, avec des critiques qui vont viser à entraver vraiment leur développement et leur démocratisation, alors que au niveau scientifique, il y a un consensus assez large qui montre que ce sont des produits intéressants, au moins pour diversifier l'alimentation du grand public. On sait que la consommation de viande a explosé lors de ce dernier siècle, et que c'est intéressant de s'engager sur une démarche de réduction justement de cette consommation de viande, et que ces produits servent à ça au quotidien, en facilitant la démarche de transition. Et ce scepticisme vis-à-vis des simili-carnés ressemble davantage à de la défiance. Il y a un rejet, en fait, sur des bases plutôt idéologiques. Et ces simili qui ont, à différents degrés, toujours été présents dans les cuisines du monde, même en Occident. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les critiques envers les simili carnés spécifiquement ne portent pas tant sur les simili en eux-mêmes que sur les valeurs qui y sont attachées et sur les idées politiques que les simili permettent de défendre, en tête de laquelle la diminution de la consommation de viande. Donc en fait, il faut qu'on fasse attention à détecter derrière les critiques qui demandent la lune finalement aux substituts. En fait, on dénigre l'écologie, on dénigre l'antispécisme ou les droits des animaux, on dénigre tout ce à quoi ça sert en fait concrètement à remplacer. Exactement, les simili servent de bouc émissaire à la critique des idées qu'ils permettent de développer et de mettre en place et de démocratiser en fait, tout simplement. Parce que l'alimentation est profondément politique. En fait. Parce que l'alimentation est profondément politique. Puis je sens qu'il y a en fait des injonctions même contradictoires et un double standard permanent vis-à-vis des substituts, c'est-à-dire les substituts doivent remplir tout, absolument tous les besoins à la fois. Il faut à la fois que ce soit pas cher du tout, très sain, mais plus sain que ce que ça vient remplacer. Il faut que ce soit pas capitaliste, il faut que ce soit décentralisé, il faut que ce soit bon pour tout le monde, il faut que ce soit... Enfin, en fait, il faut que ce soit tout à la fois, mais en fait, ça peut pas l'être parce que on répond jamais à tous les besoins à la fois, en fait. Il y a forcément des compromis. On répond jamais à tous les besoins à la fois, surtout qu'aujourd'hui, les produits qu'on va trouver dans les supermarchés sont des produits encore assez récents, qui sont en plein développement, qui s'améliorent d'année en année. Et leur demander la lune aujourd'hui, c'est particulièrement sévère. Il y a des anecdotes qui sont assez intéressantes sur l'intégration des repas végétariens dans les cantines scolaires, où les cantines, par exemple, vont refuser les simili et les produits ultra transformés végétaux. Donc, typiquement, il y a des cantines qui vont bloquer absolument l'intégration de nuggets végétaux dans les repas des enfants, au prétexte que ce n'est pas sain, c'est moins durable que des légumineuses brutes, par exemple, ou autres, alors que les enfants mangent déjà des nuggets carnés toutes les semaines, depuis des années, et que ça n'a posé aucun problème. Donc, en effet, on s'aperçoit qu'il y a des blocages assez sélectifs. Là, c'est double standard complet. Double standard complet. Mais ils servent aussi de bouc émissaire par les grands acteurs qui veulent maintenir le système alimentaire tel qu'il est, et notamment, alors évidemment, par les lobbies de la viande, des produits carnés, mais en fait aussi par l'État. Et c'est beaucoup le cas en France. C'est quelque chose qui peut être assez étonnant, c'est que finalement, les simili ont aussi été activement attaqués par l'État lui-même, par le gouvernement, ces dernières années, qui a cherché à plusieurs reprises à faire interdire l'utilisation de dénominations comme saucisse et steak et autres pour désigner des denrées comportant des protéines végétales. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu les éléments de contexte pour qu'on comprenne cette offensive qui n'a pas l'air de faire sens, en fait ? Oui, en effet, tu fais référence à un décret début 2024 qui s'inscrit dans une longue tradition d'entraver justement l'utilisation par ces alternatives végétales de dénominations propres aux produits carnés, donc steak, saucisses, nuggets, etc. Et c'est un décret qui a été suspendu par le Conseil d'État, donc qui ne s'appliquera pas. Mais en effet, on s'aperçoit que le gouvernement semble travailler activement à entraver la démocratisation de ces alternatives végétales. Main dans la main, en fait, avec les industries carnées. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est assez fantastique, c'est que le décret avait été annoncé sur Twitter par le Premier ministre Gabriel Attal en personne. Et dans son annonce du décret, il disait, je cite, que cela répondait à une demande de nos éleveurs.
faut voir que c'était dans le contexte là de la crise récente des agriculteurs et agricultrices qui ont manifesté pour des meilleures conditions de vie parce qu'il y a beaucoup de précarité, beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Donc c'était présenté comme une réponse à ce contexte de crise là. Pour les agriculteurs et agricultrices. Ah, c'est ça, c'était présenté comme une demande des éleveurs au gouvernement. Ouais. Donc là, le gouvernement semblait ne pas œuvrer dans l'intérêt général, mais dans l'intérêt d'une filière économique, ce qui peut être problématique en soi. Et en plus, oui, le gouvernement présentait ça comme une réponse à la situation de crise que vivent les éleveurs. Ce qui était particulièrement hypocrite dans le sens où ces produits représentent des parts de marché absolument dérisoires et n'étaient pas cités dans les communiqués des éleveurs. Ça faisait pas vraiment partie de leur demande. Les lobbies de la viande en ont profité pour dire du coup on va faire passer. Et en plus du coup c'est une mauvaise réponse à des problèmes réels des agriculteurs et agricultrices finalement, parce que c'est pas en allant vers toujours plus de produits animaux et en empêchant la végétalisation que ces problèmes-là seraient réglés. C'est ça, il y avait une instrumentalisation de la colère des éleveurs, colère qui était légitime. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les éleveurs sont dans une situation complexe, c'est connu, avec des difficultés de rémunération, avec une population qui est très vieillissante. Et du coup, il y a une vraie problématique de renouvellement des générations. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a aussi des cheptels bovins et porcins particulièrement qui sont en diminution constante. Ce décret visait clairement à un effet d'annonce, sans apporter de solution concrète à la colère des éleveurs. Donc on avait à la fois des éleveurs qui avaient une colère légitime qui n'était pas sérieusement prise en compte, et en plus des produits qui sont véritablement plus durables, qui font partie de la solution, qui se font empêcher, alors que c'est présenté comme une solution. En fait, il n'y a rien qui va du début à la fin. Exactement. Donc là, il y avait vraiment un manque de prise en considération sérieuse de la problématique de l'alimentation et de la transition alimentaire. Et le Conseil d'État avait suspendu ce décret en évoquant, alors deux raisons principales, de sérieux doutes sur la compatibilité du décret avec la législation européenne, et également, je cite, une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la filière végétale. Alors ça, c'est un truc qu'il faut préciser, parce qu'en fait, le décret n'était censé s'appliquer qu'aux entreprises françaises. Exactement. Alors, de par la structure même juridique, il est impossible que le gouvernement français émette un décret qui s'applique aux entreprises étrangères. Ouais. Donc, par défaut, il n'allait viser que les entreprises françaises. Et alors, encore plus vicieux, c'est que c'était uniquement les entreprises françaises produisant en France. D'accord, donc certaines entreprises n'allaient pas pouvoir utiliser Nuggets, alors que du coup, toutes leurs concurrentes européennes, par exemple, allaient pouvoir continuer. Etc. Donc, on allait pouvoir se retrouver dans les rayons. Avec les produits français, d'entreprises françaises produits en France, donc générateurs d'emplois en France, qui ne pouvaient pas utiliser ces appellations. Et du coup, cela rajoutait une barrière entre ces produits et le consommateur, et les entreprises étrangères produisant à l'étranger, qui, eux, pourraient pu continuer à utiliser toutes les dénominations habituelles. Pour les mêmes produits qui seraient juste à côté. Exactement. Il faut voir le degré d'absurdité quand même, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est l'État qui voulait faire passer un décret pour torpiller ses propres entreprises. Exactement. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça sur une autre industrie que l'industrie alimentaire. Dans l'industrie de l'automobile ou dans l'industrie de l'informatique, on n'a jamais vu l'État cibler spécifiquement les entreprises françaises produisant en France. Ouais. Et en reprenant en fait texto les arguments des industries animales, notamment sur c'était quoi les arguments qui étaient mobilisés? C'était sur il y a un risque de confusion et de tromperie pour les consommateurs. En fait, c'est ce que les industries carnées voulaient nous laisser penser. Et le gouvernement a joué à fond là-dedans aussi. Exactement, il y avait le célèbre argument de la tromperie du consommateur, chose qui ne tient pas. Personne n'a jamais acheté de steak végétal par erreur. Je pense que c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. Et pire que ça, il y avait quand même des études qui avaient été faites et qui montraient que dans l'appellation steak végétal, c'était davantage le mot végétal qui était déclencheur de l'acte d'achat que le mot steak. C'est-à-dire que les personnes allaient vers ces produits pas parce que c'était des steaks, mais parce qu'ils étaient végétaux. Arguer que l'aspect végétal de ces produits pourrait être caché ou ce genre de choses. Ah oui, c'est ça, en fait, c'était très explicite, en fait. Les gens le recherchaient pour ça. Les gens le recherchaient pour ça, exactement. D'accord. Donc l'argument de la tromperie du consommateur, il tient pas une seconde. Oui, d'ailleurs, il a amplement été détourné humoristiquement dans la communauté des antispécistes qui ont montré qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles il y a les mêmes noms, et évidemment ça crée pas de confusion, pas plus que pour les substituts végétaux. Rosa BD, je pense que si on remonte le fil de ses tweets, on tombe sur beaucoup d'idées, de comparaisons de personne n'a jamais bu de l'huile de moteur ou n'a jamais utilisé en cuisine alors que ça s'appelle huile, mais parce que de toute évidence c'est pas la même chose. Exactement, il y a très nombreux exemples, de la crème solaire ou de la crème fraîche pour cuisiner. Ouais. Et même si on met en avant éventuellement que c'est des produits qui, même s'ils ont le même nom, sont vendus dans des rayons différents,
On peut trouver d'autres exemples de produits avec le même nom vendus dans le même rayon. Les gens savent globalement ce qu'ils achètent. Et ce qui est intéressant, c'est que en réponse à ce décret, il y a une mobilisation de l'économie végane pour essayer de quand même résister à cette attaque menée très frontale par le gouvernement et par les industries carnées. Exactement, il y a une coalition d'entreprises qui produisent ces alternatives végétales qui ont saisi le Conseil d'État. Okay. Donc celles qui l'ont saisi, donc le Conseil d'État a suspendu le décret. Et maintenant, on attend une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la réglementation sur l'information des consommateurs, qui justement va statuer une fois pour toutes si ces alternatives végétales peuvent ou non utiliser des appellations pour des produits traditionnellement carnés. Ok, donc pour l'instant, plus de peur que de mal, ça a été annulé, même si on attend une réponse de plus haut des instances européennes. Exactement. Mais il y a quand même eu une perte du fait qu'ils aient eu à se mobiliser. En fait, on est sur la défensive, là, du côté de l'économie végane, et ça fait, j'imagine, perdre du temps, de l'argent pour rien, en fait. Ça crée une insécurité économique dans le sens où c'est coûteux pour ces entreprises de se mobiliser. Il y a des frais d'avocat, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et pire encore, ça peut dissuader de nouvelles entreprises et des petites entreprises de rentrer sur le marché. Voyant que ça fait l'objet d'attaques plutôt que de soutien par les gouvernements. Exactement, donc un entrepreneur ne va pas forcément mettre toutes ses économies pour se lancer sur la mise sur le marché de ces produits-là. Si potentiellement, dans 6 mois, on va l'interdire d'utiliser tel ou tel procédé ou telle appellation. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des grosses entreprises aussi qui, justement, Danone, par exemple, qui n'est pas une entreprise toute rose, hein, mais c'est une entreprise qui peut se mobiliser pour ouvrir des portes sur ces aspects-là et lutter contre des décrets potentiellement nationaux ou internationaux. Oui, d'accord. Florie Montpeureux, vous le savez peut-être, il y a un petit rituel dans Comme un poisson dans l'eau, qui est de demander à mes invités 3 recommandations. Alors, quelles sont vos 3 recommandations, s'il vous plaît ? Alors, je pourrais recommander 3 choses, 2 livres et une chaîne YouTube. Le premier livre que je pourrais recommander, c'est un ouvrage somme qui s'appelle « L'humanité carnivore », donc de la philosophe Florence Burga, qui revient sur tout l'historique de la consommation carnée et surtout des raisons qui la sous-tendent. C'est un livre qui va travailler vraiment en profondeur sur pourquoi l'alimentation carnée est aujourd'hui si hégémonique, si peu remise en question, malgré de très nombreuses externalités négatives sur les humains, sur l'environnement, sur les animaux. Pourquoi c'est une question qui est encore si difficile à poser. En deuxième recommandation, je pourrais vous orienter vers la chaîne YouTube du chef Gaz Oakley, qui est originaire de Cardiff, au Pays de Galles. Il a lancé sa chaîne en 2016, et je trouve qu'elle se démarque des autres. Donc il compte aujourd'hui 1,6 million d'abonnés, ce qui est assez conséquent pour une chaîne qui propose du 100% végétal. Ouais. Mais il propose une véritable approche culinaire et culturelle de la cuisine végétale, dans le sens où il va travailler des produits bruts. Il a d'ailleurs son propre potager, donc lui, il a été jusqu'au bout du processus. Hein. Il fait pousser ses propres végétaux chez lui, etc. Mais en plus, il va créer des simili-carnets. Donc il va cuisiner des simili-carnets. Donc là, on va sortir de l'industriel et on va revenir vers le côté cuisine, vraiment. Et du coup, je trouvais que c'était un bon compromis entre ne pas sacrifier les goûts qu'on aime ou les goûts de notre enfance, mais retrouver du coup une vraie cuisine, un vrai savoir-faire. Donc c'est une très belle entrée en matière avec des recettes super qui sont adaptables même pour les fêtes de famille ou autres. Donc voilà, c'est quelque chose, n'hésitez pas, foncez. Donc la chaîne s'appelle Gaz Oakley. Gaz Oakley. Ok. Donc G-A-Z, espace O-A-K-E-L-Y. Super. Et en troisième recommandation, je pourrais vous orienter vers un second livre qui s'appelle « Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire » qui a été écrit par Serge Herberg, qui est un grand épidémiologiste et nutritionniste français, donc un grand spécialiste de la nutrition et de la santé publique. Et dans son livre, alors c'est un livre assez historique aussi, dans le sens où il va revenir sur l'ensemble de sa carrière et sur tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, dans tout ce travail pour davantage de santé publique et d'une alimentation plus saine. Et dans ce livre, on peut voir qu'il y a pas mal de lobbies agroalimentaires qui travaillent main dans la main, justement, avec de grands responsables politiques pour entraver de nombreuses évolutions qui seraient pourtant plus saines pour les humains et les animaux. Merci beaucoup pour ces recommandations, je les mettrai en description comme toujours. Et un grand merci d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau, Florie Montpeureux. Merci à toi de m'avoir invité, Victor. Voilà. Je voulais vous remercier de m'avoir demandé de traiter ce sujet parce que je l'ai trouvé passionnant et que j'ai appris plein de choses grâce à mon invité. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets qui mériteraient à être traités dans Comme un poisson dans l'eau ou qui seraient même des points aveugles, je serais très heureux que vous m'en parliez.
Et vous pouvez me faire des retours critiques anonymes aussi si vous préférez. Je vous laisse le lien dans la description pour faire ça. Si vous avez écouté jusque-là, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Alors s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, laisser un avis sur Apple Podcast. Tout ça, ça alimente l'algorithme et ça fait monter le podcast dans les moteurs de recherche des plateformes et dans les suggestions. Quelqu'un m'a dit récemment avoir découvert Comme un poisson dans l'eau dans la section plus de podcasts de ce genre sur Spotify du podcast Les couilles sur la table. Donc vraiment, ça fonctionne. Merci auprès de 330 personnes qui ont laissé 5 étoiles sur Spotify. Et puis partagez-le sur vos réseaux, envoyez-le à vos proches, etc. Allez, on se retrouve très vite, et puis bisous.